Salut mes Nakamas, salut Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1011. Un chapitre, et un chapitre qui a pas beaucoup plu ou qui a beaucoup moins plu que les chapitres précédents. Alors, avant de faire la critique de ce chapitre, on va remettre un petit peu dans le contexte ce chapitre par rapport aux autres et surtout par rapport au tome. Parce que ce qui est important et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est quelque chose que je vous répète depuis pas mal de temps, mais je vais quand même vous le répéter dans le début de cette vidéo, c'est que One Piece n'est pas un manga qui se lit chapitre par chapitre, comme ça peut être par exemple l'Attaque des Titans ou comme ça peut être Dragon Ball Super. C'est plus un manga qui va se lire par tome, et comme je vous l'ai déjà expliqué, les tomes de One Piece, Ichiro Oda utilise toujours la même trame, la même forme narrative, c'est-à-dire que on a un sommet, un creux, on remonte et après on redescend pour après avoir un super final. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a toujours une fin de chapitre qui est absolument dingue, donc après le premier chapitre du nouveau tome, on est toujours dans la hauteur, on est toujours dans le reste, l'explication justement du climax de fin du précédent chapitre, et après ça redescend, on est un petit peu dans le creux de la vague pour remonter après au milieu, avoir un truc absolument dingue. C'est ce qu'on a eu normalement au chapitre précédent avec l'acquisition, enfin avec le fait que Luffy arrive à maîtriser une nouvelle forme de combat, et après on redescend pour arriver sur un truc où les pièces se posent un petit peu. C'est ce qu'on appelle souvent, enfin c'est ce que moi j'appelle souvent un chapitre de transition, et c'est exactement le rôle de ce chapitre 1011, la morale du haricot, pour après finir sur le tome avec un chapitre absolument de dingue, avec un climax de malade. Normalement, la fin de ce tome 100, parce que c'est le tome 100, ce n'est pas n'importe quel tome. Ce tome 100 devrait terminer, je pense, au chapitre 1014. Donc, c'est-à-dire que les 3 prochains chapitres, il va y avoir du lourd et il va y avoir vraiment du très lourd. Donc c'est normal que ce chapitre ait été moins intense. Cependant, il est en train de placer les éléments finaux de cet arc Wano Kuni et on va détailler tout ça ensemble. Donc, encore une fois, pour ne pas partir dans tous les sens, on va prendre le chapitre 1011 page par page et on va parler de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au sommet du toit d'Onigashima et il y a Kid et Killer qui sont là normalement pour aller blaster Mama, sauf que Mama, elle est un petit peu vénère, elle est revenue. Pourquoi? Parce qu'elle a recréé un nouveau quoi? Un nouveau Homies, justement au niveau de la foudre. Et c'est ce que dit Kid. Normalement, la foudre, là, on l'avait pas déjà capturée. Rappelez-vous, dans le chapitre précédent, ils avaient fait une sorte de cage à Faraday pour emprisonner Zeus dedans. Eh bien non, il s'avère que sous les ordres, sous la demande justement de Prométhée, il a demandé à Mama de créer un nouveau Homies. Et c'est ce qui est vraiment dingue, ce qui est vraiment excellent, c'est que quand tu fais des recherches au niveau de la mythologie. D'ailleurs, ceux qui ont vu ma réaction live, vous avez vu que quand j'ai dit Hera, j'ai commencé à partir un petit peu dans les tours en essayant de me rappeler mes vieux cours de mythologie. Et il s'avère que Hera est la femme de Zeus. Et surtout, ce qui est vraiment excellent, c'est que Hera est vachement jalouse. Pourquoi? Parce que Zeus, dans la mythologie grecque, eh bien ce mec est un véritable queutard. Il va partout, il nique partout et il a plein d'enfants. Il y en a beaucoup d'illégitimes, il y en a certains qui sont reconnus au niveau du Panthéon. Et il s'avère que à un certain moment, il y a même Hera qui a fomenté avec d'autres dieux la mort de Zeus. Et ça, c'est vraiment excellent. Et il faut savoir aussi que Prométhée a une certaine dent contre Zeus. Parce que Zeus, quand même, après, a quand même niqué Prométhée. Bah, après ça, encore une fois, je vous invite à faire des recherches. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Donc, le fait qu'on ait le nom de Hera pour le nouveau Homies, ça annonce une guerre entre le Homies Hera qui va être une femme et aussi Zeus et aussi Nami, parce que c'est là où ça devient complètement dingue. C'est-à-dire que si on reprend la mythologie, vu que Hera est vachement jalouse de Zeus parce que Zeus il va un petit peu virevolter, on va dire ça comme ça, un petit peu partout, et bien Zeus qui va après rejoindre Nami
Là, c'est acté avec Hera, et Hera va péter les plombs. Mais ça va être génial, vous allez voir. On va avoir dans les prochains chapitres une guerre entre les homies. Ça va être un truc absolument de malade. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mama est un petit peu vénère de s'être fait autant manipuler. On rappelle quand même comment elle a été, elle s'est fait valdinguer du toit d'Onigashima. Et là, elle envoie une attaque. Alors, ce qui est vraiment aussi intéressant à voir avec Hera, c'est c'est pas en forme de nuage. On n'est pas dans le truc un petit peu roudoudou, un petit peu gentil, qui est l'une des facettes de Big Mom. On en parlera justement à la fin avec les multifacettes de Big Mom. Là, on voit que c'est quelqu'un qui est assez énervé. Il y a l'attaque Fulgora, qui est aussi une référence justement à ce dieu de la foudre. Et ce qui est dingue, c'est que l'attaque, elle l'envoie carrément valser, a détruit une partie du crâne d'Onigashima, et Kid ainsi que Killer se retrouvent carrément catapultés à l'intérieur au 2e étage. Entre-temps, on reste sur le toit d'Onigashima. Vu que Killer et Kid se sont fait valdaguer à l'intérieur, ils ont été un petit peu KO, et Kid ne peut plus maintenir justement la cage à Faraday de Zeus dans lequel il était emprisonné. Et là, on a Zeus qui arrive à se libérer, et lui, Zeus, il est encore gentil, il veut rejoindre Mama, mais quand il va rejoindre Mama, et ça on le verra justement à la fin, et il va s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui a été créé sous les ordres de Prométhée, il va être un petit peu énervé, et c'est justement la petite bascule qu'il va sûrement y avoir pour que Zeus puisse rejoindre Nami. Là, il y a quelque chose qui est quand même assez intelligent. Toujours l'eau, ce côté analytique de la situation. Il remarque que la cage à Faraday, la boîte justement dans lequel était enfermé Zeus, s'est détruite. Donc ça veut dire que Kid a perdu une partie de son pouvoir. Donc il est important de partir parce que Mama va sûrement revenir, tel que l'eau analyse, va sûrement revenir. Et si Mama ainsi que Kaido sont sur le toit, franchement ça craint. Et là l'eau dit ok, moi je vais emmener tout le monde en lieu sûr, et toi tu restes là-haut pour continuer à niquer Kaido. Là on va faire aussi un petit parallèle, c'est-à-dire que là il va les téléporter à l'intérieur. Est-ce que c'est la fin de Zoro? Est-ce que Zoro maintenant va être mis de côté pour reprendre de l'énergie? Je pense pas, je pense qu'il va quand même continuer à faire des combats, et c'est là où ça va être dingue, c'est-à-dire que si il fait un combat soit contre King ou soit contre Queen, si il arrive à combattre et si il arrive à les blaster, ça donne un petit peu, encore une fois, la puissance de Zoro. On va voir quel va être le futur traitement de Zoro, mais là, parce que là, il est quand même pas mal à la ramasse pour qu'il ne puisse pas se lever. C'est franchement qu'il est dans un état absolument désastreux. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a un healer dans l'équipe. Le healer au niveau de Dressrosa, c'était justement Mancheri, la reine des Tontatas. Mais là, j'ai plus souvenir. Oui, il y a Marco. Mais t'es trop con, Marco, qui est justement le docteur le médecin de la flotte de Barbe Blanche. Donc je pense que lui, il pourra foutre un petit coup de heal sur Zoro, et Zoro pourra avoir un peu plus la patate et pouvoir continuer le combat. Vous voyez, hein, comme quoi, juste réfléchir un tout petit peu, on arrive à trouver des solutions et faire des théories. Donc là, on a l'eau ainsi que Zoro qui sont partis, et on retrouve Luffy contre Kaido. Et là, ça envoie du lourd. Kaido qui fait sa super attaque, comme d'habitude. Et là, on a Luffy qui arrive à la parer. Du bonheur. Alors, c'est sûr que, comme j'ai pu le lire, comme on a pu me le marquer dans les commentaires, ça fait un petit peu level up, power up, un petit peu sorti de nulle part. Ça y est, Zoro, mais non, ça y est, Luffy, il arrive carrément à faire du 1 contre 1 contre Kaido. Kaido est en forme hybride, mais je persiste et je signe, ce n'est pas la forme ultime de Kaido. Kaido, à un moment, va être beaucoup plus puissant. Et c'est à ce moment-là qu'on aura des nouvelles transformations de Luffy. Luffy, ce qu'il a ici, c'est seulement
l'éveil d'une connaissance du haki de l'armement couplé à du haki des rois qu'il avait déjà, et cette puissance, elle lui a déjà été sûrement montrée par Rayleigh. Rayleigh il lui a sûrement dit que le haki des rois, ça ne sert pas seulement qu'à faire évanouir les animaux de l'île. Je pense qu'on aura peut-être un petit flashback plus tard, mais ce qui est important, c'est que là, il met en place les techniques qu'il a apprises par Pépé, Hyogoro. Je crois que c'est comme ça. Et donc, il a quand même eu plusieurs jours pour qu'il apprenne, pour qu'il maîtrise justement ces techniques. Et on remet ceci en parallèle avec ce qui s'était passé au niveau de Enies Lobby. C'est toujours les mêmes schémas. Le cheminement de Luffy, et je trouve que le power-up de Luffy n'est pas catapulté, n'est pas venu de n'importe où. Il y a quelque chose qui a été mis en place au niveau de la prison du Dun. Il s'est entraîné, il a remarqué des techniques, il a eu un mentor qui lui a appris, et je pense aussi que Rayleigh, à un moment, lui a expliqué qu'il y avait quelque chose à faire avec le haki le haki de quoi? Mais le haki des rois. C'est comme ce qui s'est passé au niveau de Whole Cake avec Katakuri, où il a eu des connaissances par Rayleigh du haki de l'observation, et face au combat, face à la détresse, face au danger, et aussi au fait qu'il a été KO et qu'il un petit peu, il a peut-être des gènes entre guillemets de Super Saiyan. À chaque fois qu'il se relève, il devient toujours plus fort. C'est comme ça qu'il fonctionne, et encore une fois, sa résilience qu'il a, c'est quelque chose qui est dû aussi à la capacité de son fruit du démon. On voit que là, encore une fois, il arrive à faire à peu près du 1 contre 1 contre Kaido, mais Kaido n'est pas en version ultime. C'est très 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 important, et on verra dans quelques chapitres si je ne me suis pas planté. Ce qui est vraiment important, c'est de voir que Kaido parle de lui et du sourire. Et il ne faut pas oublier qu'il a combattu contre Roger et contre Garp quand l'équipage de Tchebek a été détruit. Donc le sourire qu'il a, en face, il y avait Garp qui a un dit, et il y avait aussi Roger. Et les deux, ils adorent combattre. Et je pense qu'ils avaient aussi le sourire quand ils combattaient. Donc je pense que le sourire que Luffy affiche fait rappeler à Kaido certaines personnes. Et ça, c'est très très important. Je pense aussi qu'on aura un beau flashback sur Kaido. Un méchant aussi charismatique, il est absolument impossible qu'il n'y ait pas de flashback sur Kaido. Maintenant, on arrive où? On arrive directement dans Onigashima, au deuxième sous-sol, et c'est là où Kid et Killer se retrouvent. D'ailleurs, on voit que Kid se tient un petit peu la tête, qu'il a un petit peu morflé. Et là, il y a mon poteau Hawkins qui arrive. J'adore ce perso. Hawkins, c'est l'un de mes... C'est l'un de mes supernovas préférés. J'adore son charisme, j'adore sa manière d'être. Que vous dire de plus? Je l'adore. Et là, Ishiroda est en train de mettre en place quelque chose qui est vraiment excellent. C'est la mentalité des personnes. Hawkins est quelqu'un qui ne va rien laisser au hasard. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est que il fait tout par rapport aux cartes. Il essaie de voir le futur, quels sont les différents chemins qui se montrent à lui, et lequel va être le meilleur à arpenter pour avoir une meilleure destinée. Le fait qu'il lui ait donné aussi le nom de Hawkins n'est pas anodin. C'est par rapport aux scientifiques. Le mec a fait énormément de découvertes. Ce qui se passe ici, c'est que ce pirate qu'il est ce combattant est un style particulier de combattant. C'est un combattant qu'on va appeler analytique, qui est carrément à l'opposé de Luffy, qui lui va être plus un combattant qui va être sur l'émotion, qui va être sur le ressenti. Si Luffy avait eu la mentalité d'Hawkins, jamais il ne se serait lancé dans l'aventure. Ses chances de mourir ici sont que de 92%, ça fait qu'il a 8% de chances de survivre, et c'est amplement assez. Quand tu as Luffy qui a 0,001% de chance de survivre, eh bien, il va la capter. Il y a deux mentalités qui s'opposent. Il y a une mentalité qui est celle d'Hawkins, où il fait tout est déjà prédéterminé et c'est à toi d'essayer de trouver le meilleur chemin. Et la version qui est plus de Luffy ou qui est plus de Killer, ça va être plus à c'est moi qui fais ma chance. C'est moi qui va me créer mes propres opportunités. Et là, justement, entre les deux, il y a une belle opposition qui est. Et c'est vrai que on a Hawkins qui est le commandant
d'un équipage, alors que Killer, lui, il est seulement que le second, mais Killer, c'est pas n'importe qui. Killer, tout comme Zoro, pourrait être facilement des chefs d'équipage. Le combat qu'on est ici de Hawkins, pour moi, contre Killer, n'est pas un combat qui est déshonorant pour Hawkins. Parce que je pense que Killer ne va pas le one-shot. Je pense que là, Hawkins, il y a des moyens qui nous montrent des trucs quand même assez sympas. Mais par contre, il n'y a aucun doute sur la victoire, bien sûr, de Killer. Par contre, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré que ça soit Law qui combatte Hawkins. Et qu'on ait un petit peu le retour de cette conversation qu'il y avait eu au niveau... Par contre, peut-être on va voir Diaz Drake. Parce que maintenant que je suis en train de le penser, justement, c'est qu'il y a peut-être un truc, justement, avec Diaz Drake. Mais franchement, de revoir ici Hawkins... Tu vois, je préfère avoir franchement Hawkins à la place ici contre Killer que un certain petit Apu. On arrive après sur le final de ce chapitre où on a qui? On a tout simplement Page One qui est en train de poursuivre Usopp ainsi que Nami et aussi la petite Otama. Information sur Otama qui est hyper importante. C'est le fait que ces DB Dango ne fonctionnent que sur les smiles et ne fonctionnent pas sur les zones. Donc ce n'est pas un pouvoir hyper cheaté. Hyper shooté. Mais qu'est-ce que j'ai mis dans mon café? Je sais pas, mais il faut que j'arrête. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que la petite Tama, son pouvoir n'est pas over-cheaté. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas donner un Dibidango à Kaido. Et Kaido, après, est sous les ordres de la petite Tama. C'est vrai que ça aurait été absolument dingue. Elle a quand même de l'emprise sur ceux qui ont mangé les smiles, bien sûr, qui ont mangé le Dibidango. Et donc, quand elle va arriver au niveau de la scène centrale, elle va pouvoir les commander. Et ça va être vraiment très bon. Bref, ce petit Page One qui me fait mal au cœur. En un sens, maintenant, je comprends pourquoi Page One a combattu Sanji, parce que les pauvres, au niveau du traitement, ils sont un tout petit peu semblables. On voit que ce mec a quand même une puissance il se prend quand même les attaques d'Usopp en pleine gueule. Et ce n'est pas n'importe quoi. Il n'a pas eu trop d'attaques de Nami, mais... il a quand même morflé parce qu'il lui envoie quand même pas mal de sortes de bombes. Et il arrive à se relever sans qu'il y ait aucun souci. Sauf qu'après, il y a quelqu'un qui arrive et là c'est Big Mom. L'arrivée de Big Mom, cette image où on a au premier plan Komashio avec dessus Otama, Nami et Usopp. Et derrière on a la Big Mom, mais Big Mom en mode Godzilla quoi. Moi c'est ce que j'ai ressenti. Là en mode, on sent derrière la puissance, la démesure gigantesque de Big Mom. Elle a fait penser un petit peu comme à l'attaque des titans, quand t'as les titans qui s'amènent juste derrière et qu'au premier plan t'as les simples humains. On sent la puissance de Big Mom et on ne peut pas retirer ça à Big Mom. Big Mom a une putain de puissance. Et là ce qui se passe, c'est que Big Mom reconnaît Usopp ainsi que Nami, et bien sûr elle va vouloir les latter, surtout ce qui s'est passé avec Nami durant l'arc Whole Cake. Et là il y a la petite Otama, et là il y a Big Mom qui change d'esprit, elle change de mentalité. Et là il y en a dire mais c'est trop facile, c'est forcément toujours comme ça et tout. Regardez la tête de Nami et la tête de Usopp, c'est exactement comme nous, sauf que ça a été mis en place par Ichiro Oda depuis très longtemps. Il nous a mis un flashback sur Big Mom. Il nous a mis toute une construction sur Big Mom où elle n'arrête pas de changer tout le temps. Elle est même pas bipolaire. Elle a plein de facettes à l'intérieur d'elle. Et le fait qu'elle réagisse comme ça c'est pas quelque chose qui est sorti du cul. C'est une continuité logique du personnage. Ce personnage est un élément perturbateur en tant que tel. Rien n'est donné avec ce personnage. T'as des méchants qui ont été créés, on sait comment ils sont. On va avoir par exemple Doflamingo. Doflamingo, quand ils vont combattre Doflamingo, quand Doflamingo va être à un endroit, on va pas se dire à un moment, mais Doflamingo à un moment il peut peut-être devenir gentil. C'est exactement pareil sur Ener. Crocodile est différent. Crocodile a certains éléments
narratif qui fait que il peut peut-être se retourner, qu'il peut peut-être faire quelque chose. Barbe Noire reste Barbe Noire, où il est absolument impossible que Barbe Noire puisse s'allier ou puisse retourner sa veste. C'est quelqu'un qui a une construction narrative qui l'amène à un endroit. Big Mom, tel que l'a construit Oda, on ne sait jamais quelle personne à l'intérieur de Big Mom va venir. Et en plus, on a Prométhée qui est derrière qui dit « Ah bah ouais, là c'est foutu, elle est en mode maman » parce que oui, Big Mom est la caricature justement d'une mère. L'exemple que j'ai pensé quand j'ai vu Big Mom comme ça et ce qu'elle fait, je sais pas si vous avez vu le film Serial Mother. La mère, elle est super sympa avec sa famille, avec ses enfants, mais dès que quelqu'un ne fait pas quelque chose comme il faut, elle le tue. Et là, c'est exactement la même chose. Et donc, ce traitement est vraiment excellent. Et le fait qu'on ait Big Mom qui après va taper Page One, c'est pas non plus quelque chose qui est sorti du cul. C'est-à-dire que si au préalable, on nous a foutu la destruction de Okobore par justement les sbires de Kaido, ça n'a pas été fait pour rien. C'est-à-dire que si Shiroda l'a marqué, c'est parce que après ça va être utilisé. Elle a toujours son code, et en plus le code des pirates, c'est quelque chose qu'on parle aussi depuis pas mal de temps. Il y a Big Mom qui se rappelle de All-In, qu'il y a eu en plus le jeu de la nourriture, parce que ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas le fait qu'elle soit en mode maman et qu'elle veut protéger son enfant, ou qu'elle ait un sentiment pour un enfant. Il y a aussi à ça le fait qu'il y ait quelque chose qui s'ajoute sur un repas qu'elle a adoré, et on voit comment elle pète les plombs. C'était, rappelez-vous, au niveau de Whole Cake, pour le croque en bouche, à péter une huile parce qu'elle voulait son croque en bouche. Et bien là, quand on sait comment elle avait adoré la soupe aux haricots rouges, on a la soupe aux haricots rouges, on a la petite Otama qui est triste, on a le village de Kobore qui a été gentil avec elle, même si c'était crasseux, même si c'était que dégueu, qui a été gentil avec elle. Tout ça fait que ça amène des choses sur Big Mom. Ce n'est pas tiré par les cheveux, ce n'est pas venu n'importe comment. Il y a toute une construction en amont qui amène Big Mom à faire ce qu'elle fait. Et ce n'est pas parce que elle a neutralisé Page One que maintenant elle va être alliée au Nakama, qu'elle va être alliée à Luffy et qu'elle va aller combattre Kaido. C'est seulement un élément perturbateur qui permet la résolution d'un problème à un moment T. Et là, en plus, on a Ulti qui est présente. Et rappelez-vous, Ulti, pour elle, c'est Kaido le King. Et Ulti, elle est puissante. Je pense qu'on va avoir un sacré combat entre Ulti et Big Mom. Il peut y avoir des trucs qui sont quand même hyper bons. Ce que je veux dire, c'est que quand on prend un peu de recul sur l'œuvre d'Ishiroda, ce qui s'est passé dans ce chapitre, c'est bon. Ça a une logique et c'est ça que j'aime. Et ça nous surprend. Et en un sens, c'est pour ça que je lis One Piece. Je lis One Piece pour être surpris. Donc voilà. Bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire au niveau de ce chapitre. J'espère que cette critique analyse vous a fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager pas autour de vous, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Belaka.